bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue Célia. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Magicien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, ce matin. Merci pour ton accueil, Fabienne. On a déjà fait un petit interview ensemble au moment où tu es venue faire le séminaire Explore. Donc, vous pourrez retrouver déjà un premier interview de Célia. Mais là, tu es là en tant qu'invitée du lundi. Donc, dans mes interviews du lundi, j'invite des personnes autour du monde, dans le monde du tarot, des oracles, etc., à venir parler de leur pratique et venir partager avec les auditeurs du podcast leur façon d'appréhender le tarot. Donc, je suis ravie de t'accueillir. Célia, on se connaît depuis un petit moment, parce que moi, j'ai découvert aussi ta chaîne YouTube où tu présentes beaucoup de jeux, depuis très longtemps maintenant. Et c'est vrai que moi, quand je me suis lancée dans le tarot, ta chaîne YouTube, comme celle de Claire, m'ont permis de pouvoir voir les jeux, découvrir les jeux en avant-première, disons, avant de pouvoir les choisir ou pas. Je trouve que c'était intéressant aussi de t'entendre parler et de ta pratique justement du tarot, en tout cas de ta façon de voir les jeux. Et je trouvais ça génial. Tu as toujours ta chaîne YouTube d'ailleurs, si jamais les personnes veulent aller jeter un coup d'œil sur ta façon de présenter. Et tu es donc artiste, auteure, illustratrice, tu es créatrice de jeux, tu as une maison d'édition aussi, tu auto-édites tous tes jeux pratiquement. Et puis il y a une autre partie qui est éditée chez des éditeurs, mais ça tu nous en parleras. Ton travail est très créatif autour du tarot et moi j'aime beaucoup tes jeux et donc j'en ai 3 déjà. C'est une petite collection des jeux de Célia, donc ça me fait très très plaisir de t'inviter au micro du magicien. Est-ce que tu peux du coup Célia te présenter à nos auditeurs et en dire un petit peu plus? Oui, merci beaucoup pour ton accueil et je pense que tu t'as bien résumé. Je suis artiste, j'illustre, j'écris beaucoup, principalement dans l'univers du développement personnel, de la spiritualité et du coup des tarots et des oracles dont je suis tombée amoureuse il y a de nombreuses années. Et il y a quelques années, j'ai ouvert ma propre maison d'édition pour auto-éditer mes jeux et puis éditer aussi quelques jeux d'autres personnes. J'ai travaillé aussi dans tout ce qui est ces dernières années le développement aussi d'objets autour du bien-être, comme par exemple les puzzles. Je fais aussi des petites tasses, des marque-pages, tout ce qui va être aussi de l'ordre de la papeterie. Donc pour travailler sur mon univers de façon un peu plus globale et toujours dans cet axe de spiritualité, de bien-être, de développement personnel. Ok. Et quel est comment toi tu es rentrée dans le monde du tarot? C'est quoi ton histoire avec le tarot? On va dire tarot peut-être et oracle en général, mais c'est vrai que sur le podcast on parle beaucoup de tarot, mais c'est peut-être que tu es pas rentrée par l'univers du tarot, peut-être un autre, je sais pas du tout. Hein. Je digresse justement. Alors quelle est ton histoire en fait avec le tarot? C'était il y a quelques années déjà. Je crois que j'avais 15 ans la première fois que je suis tombée sur un jeu de tarot. C'était dans une petite librairie.
Tu sais, j'allais faire les courses avec ma maman à cette époque, et puis il y avait une petite librairie à côté où je passais plus de temps à l'attendre qu'à faire les courses avec elle. Et il y avait un jeu de tarot, justement, de tarot de Marseille. Et puis, comme dans ma famille, on a ce côté très alors religieux pour le coup, mais aussi avec cette volonté d'avoir vraiment une quête spirituelle derrière. Depuis toujours, j'ai été un petit peu baignée dans cet univers-là, mais pas du tarot, vraiment de cette spiritualité. Mais c'était une spiritualité qui ne me convenait pas, qui pour moi ne s'accordait pas avec ce que je cherchais, ce que je ressentais. Et puis de tomber justement sur ce jeu, ça m'a ouvert cette première voie. Alors j'ai acheté le jeu, j'ai rien compris. Je dois le dire, soyons honnêtes, il n'y avait pas vraiment de livret avec, donc ça a été très flou pour moi. Et il m'a fallu 2 ans plus tard pour vraiment avoir accès à plus de ressources, plus de livres, plus d'autres jeux différents. Pour vraiment comprendre ce qu'était le tarot et puis commencer vraiment à me pencher sur le tarot. Quand j'ai fait mes études à Bordeaux, là, il y avait encore plus de possibilités de trouver des ressources. Et là, je me suis vraiment régalée à cette époque-là où j'ai découvert les oracles, j'ai découvert plein d'autres jeux de tarot, plein d'autres visions. Et ça n'a fait qu'enrichir en fait ma pratique. Et puis j'ai toujours continué, j'ai toujours progressé, j'ai toujours un jeu de tarot ou d'oracle dans mon sac depuis cette époque. Donc ça remonte à 22 ans maintenant. Mais c'est ce que tu dis, c'est du coup, tu as découvert le tarot et en fait, après, il t'a plus quitté. Tu sais, parce qu'il y a plein de gens qui le découvrent et puis qui se disent, bon, bah, j'y comprends rien, parce qu'un tarot de Marseille qu'on découvre tout seul, c'est sûr qu'on ne peut pas faire autrement que de rien y comprendre. Hein. Euh, Si c'est votre cas, décomplexez-vous. On a toutes été dans le même cas et tous. Euh, et derrière, mais toi, du coup, tu as continué, enfin, il t'a accompagné et tu as cherché à trouver un peu comme tout le monde, un petit peu de chercher des ressources. C'est vrai qu'à l'époque, peut-être, il n'y en avait pas énormément non plus. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas Mm. beaucoup. Et pendant 2 ans, c'est ça, je l'ai un peu regardé, mais en dilettante. Tu vois, comme j'avais pas vraiment accès à une grosse ressource sur laquelle m'appuyer pour le comprendre, j'ai été un petit peu, je regardais, j'essayais de comprendre, je comprenais pas, mais je lâchais pas l'affaire dans le sens où j'avais vraiment envie de comprendre. Et c'est quand il y a une petite librairie ésotérique qui s'est ouverte dans ma ville, où là, j'ai eu aussi accès à des tarots qui étaient plus des tarots Rider-Waite, donc plus illustrés aussi. Mon second tarot était un tarot Rider-Waite sur le thème celtique, parce que j'adorais en plus ce thème-là. Et ça m'a vraiment ouvert là tout l'univers du tarot et des oracles, parce que pour le coup, j'ai aussi découvert à ce moment-là les oracles. Et ça m'a permis, tu vois, d'avoir une approche plus simple avec les oracles et de me dire que c'était possible aussi avec le tarot. Oui. Donc l'un l'autre, ça s'est nourri, tu vois, et ça vraiment, après, ça ne m'a plus du tout quitté, oui, tout à fait. Par rapport aux oracles, c'est quoi ton premier oracle, si tu t'en rappelles? Je m'en rappelle, c'était un jeu de Dorine Virtue sur les anges. Ah oui. C'était Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Et quand tu parles de spiritualité, toi, du coup, ces jeux, quand tu les as approchés, t'ont permis justement de nourrir une spiritualité propre? Oui, tout à fait. Ça m'a ouvert une autre voie. Et ça m'a ouvert aussi une voie qui m'autorisait à trouver une spiritualité à l'intérieur de moi, au lieu de chercher une spiritualité qui était plus axée sur l'extérieur. Là, j'avais vraiment une ressource intérieure qui me connectait aussi à ma propre spiritualité, à ma propre recherche de quête, tu vois. Ouais, super. Est-ce que du coup, dans ta pratique personnelle, et puis après on ouvrira sur ce que tu fais maintenant, mais à l'époque, ta pratique personnelle, elle était plutôt orientée sur tirer une carte tous les jours ou faire des tirages pour comprendre justement quelque chose, puisque toi, tu l'as dit, tu es très orientée sur le développement personnel, sur du coup cette recherche de sens et de quête. Oui. Est-ce que tu as compris justement le fonctionnement du tarot dans ce sens-là, enfin, où tu as cherché justement à le comprendre
dans dans ce sens-là? Ou est-ce que ça a été fluctuant? Tu sais, des fois, on comprend pas trop, en fait, ce que c'est que ce jeu et ce qu'il peut nous apporter. Oui. Alors au début, alors vraiment pendant 2 ans, j'ai navigué à vue. C'est vraiment par la suite où j'ai compris, quand j'ai pu vraiment avoir des ressources pour m'aider à côté. Et je l'utilisais plus en développement personnel. C'était plus parce qu'à l'époque, je suivais moi en parallèle une thérapie aussi. Donc il y avait déjà cette quête de sens, en fait, de comprendre un petit peu comment je fonctionnais, comment fonctionnait le monde autour de moi. Et ça a vraiment été une ressource dans ce domaine-là. Je l'ai pas beaucoup utilisé pour la divination parce que c'était moins mon objectif, en fait. Donc pour moi, ça a été vraiment une ressource pour me comprendre, pour essayer de comprendre un peu ma place dans le monde où j'étais, savoir un petit peu comment m'orienter, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai tâtonné, j'ai beaucoup tâtonné aussi, hein. Il a Ouais. fallu que je trouve ma façon de faire, et puis qui a toujours évolué en plus, hein. En tout cas, on se sent dans ton travail, effectivement, qu'il y a dans tes illustrations, par exemple, des Lily White et Lily Black, qu'il y a vraiment ce côté-là qui est très intériorisé dans les illustrations. On se plonge dans quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes, en tout cas. Oui. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti le Lily White. Mais c'est Ouais. comme ça que je l'ai créé, en fait. Quand je me mets à créer un jeu, je pense à ce que j'ai envie de partager sur le Mm. moment, que ce soit un tarot ou un oracle. Je lui donne un style graphique aussi, parce que tu vois, comme dans le Lily White et le Lily Black, ça a beau être les mêmes images, l'utilisation, l'un est fait à l'aquarelle sur du papier blanc, l'autre est fait au crayon sur du papier noir, et l'approche n'est pas du tout la même. En fait, l'un est plus révélateur de la lumière qu'il y a, alors que l'autre, on va chercher, on va mettre en lumière avec le Lily Black. Mm. Et c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, hein. Et je fais vraiment attention, quand je crée un jeu, à utiliser une technique qui va s'accorder aussi à l'ambiance ou moi, ce que je ressens au moment où je crée le jeu. Pour moi, c'est très important, en fait, d'allier les deux. La dernière fois, les derniers jeux que tu as créés en auto-édition, hein, sont des jeux autour des fantômes. Le Boutaro et puis l'Oracle, le Little Ghost, c'est ça? Ouais. Pas. Qu'on a vu beaucoup, qui sont des jeux du coup très qui sont un peu d'ambiance en ce moment. Hein, on approche Halloween, donc est-ce que aussi quand tu crées, est-ce que tu te branches aussi, par exemple, sur une saison où là, tu as beaucoup travaillé sur le thème du fantôme? Est-ce qu'il y a un oracle aussi qui s'appelle Merry Christmas, je crois? Donc là, Ouais. t'aimes beaucoup aussi la période de Noël. Enfin voilà, est-ce que ça fait aussi partie de ta création? Enfin, comment justement tu vis ce rythme de créativité? Alors, j'écoute beaucoup mes envies. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Des fois, c'est sur des thèmes qui Mhm. sont très présents. Par exemple, je cite beaucoup celui-là parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué, mais le Sweet Ladies, dont je n'ai fait que les textes et pas les illustrations, c'est un jeu qui pour moi a été vraiment très important parce que à cette période-là, j'avais vraiment besoin de me reconnecter au pouvoir féminin, au pouvoir qu'on a en nous, pas forcément féminin, hein, mais au pouvoir qu'on a en nous, et se redonner des clés. Et j'ai écrit des textes qui avaient besoin de sortir, tu vois, et c'est vraiment un jeu qui, lui, a fait appel à un thème, tu vois. C'était un thème que je voulais travailler, et là, j'en ai sorti un jeu. Au moment du Covid, j'ai commencé à travailler sur les petits fantômes, c'est pas les petits fantômes, pardon, sur les renards, avec une ambiance beaucoup plus enfantine, beaucoup plus douce. Et c'est une ambiance qui m'a pas quittée depuis. Donc on retrouve avec le Little Ghost et qu'on retrouve avec le Boutaro. Je crois que j'ai une sorte d'envie de retour à l'enfance, à la simplicité, à quelque chose de plus léger, en fait, aujourd'hui. Je trouve que le monde dans lequel on vit là est quand même assez lourd. C'est On pas peut le dire. facile.
Voilà. Donc, j'ai vraiment envie, en fait, de cette douceur, de ce ralentissement, de ces petits bonheurs. Le Little Ghost, il est sur les illustrations. J'ai fait des petites illustrations qui sont très rigolotes aussi. Il y a certaines petites choses qui sont très douces, très rigolotes. Et je pense que c'est un besoin aussi, hein, pour moi. J'avais besoin de remettre de la douceur dans cette période-là. Et tu vois, ça va, à chaque fois, ça va répondre à peut-être un besoin personnel. Je pense que je crée mes jeux en premier pour moi, peut-être, tu vois, Tout à et fait. très égoïstement. Et puis, c'est aussi ce que j'ai envie d'offrir. J'avais envie d'offrir à un moment des jeux qui étaient très dans la réflexion, à d'autres moments qui sont beaucoup plus dans la douceur, dans le cocooning, dans le cosy. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux qui sortent sur plein de thèmes, justement spirituels, etc., etc. Comme si c'était vraiment une production qui surfait sur une vague, justement, et sur une mode, un peu. Ce qui est un peu normal, hein. Oui. Forcément, ces gens-là ont besoin d'aller chercher ce qui se plaît en ce moment. Et est-ce que tu crois du coup que toi, tu vas, justement, quand tu dis, c'est un peu égoïste, mais je crée des jeux pour moi, est-ce que tu penses pas que c'est justement pour ça qu'ils ont une âme, qu'ils ont quelque chose qui capte justement l'attention, qui est complètement différent, tu vois, de surfer sur une vague pour créer. Tiens, ça marche, je vais créer ça parce que ça marche. Toi, tu dis pas, non, je vais pas faire des fantômes parce que ça marche. Je vais faire des petits fantômes parce que j'ai envie de créer, parce que là, en ce moment, c'est ce que j'ai envie de créer. Et Oui. tous tes jeux, justement, ont cette ambiance différente, comme tu dis, bien sûr, l'oracle des reflets qui est très intime, ça c'est sûr, c'est un oracle on sent très intime. Après, tous tes jeux, en fait, ils portent une énergie tellement différente, mais en même temps tellement construite que justement, enfin, tu vois que c'est peut-être pour ça justement qu'ils ont une âme justement, parce que tu crées pour toi. Je crée pas des jeux pour créer des jeux comme ça à la chaîne. Ça m'intéresse pas. Et puis moi, j'ai commencé dans l'édition il y a 9 ans maintenant. Mon premier jeu, il a 9 ans. Et il y a 9 ans, c'était pas du tout comme ça. Le marché des jeux de cartes, il y en avait très très peu. C'était toujours un peu les mêmes. Il y avait très peu de jeux en France. J'ai été la première à faire un Kickstarter en France pour auto-publier mon jeu. Mm. Les chaînes YouTube, c'est pareil, il y en avait excessivement peu. On était, je crois, 4 ou 5 en fait quand j'ai commencé. Oui. Et, et c'était une vraie envie, hein, de partager notre vision des cartes parce il y avait pas non plus autant de ressources. Donc on se faisait des petits challenges entre nous, on partageait nos chaînes, on avait vraiment une ambiance bon enfant aussi, hein, très sympa. C'est complètement différent maintenant. Alors pour travailler aussi avec le milieu de l'édition mass market, comme on l'appelle, donc la vente de masse, c'est sûr que oui, c'est une mode en ce moment qui est plutôt, alors dans le sens où c'est plutôt bien parce que ça va permettre à plein de gens du coup d'avoir des ressources pour se développer aussi, pour travailler sur soi, pour se poser des questions. Donc c'est toujours bon. Mais ce sont des entreprises aussi, donc forcément elles ont des besoins d'entreprise. C'est normal aussi de chercher à faire du chiffre d'affaires Bien sûr. pour une entreprise. Après, c'est compliqué parce qu'on est dans un domaine de développement personnel, de spiritualité beaucoup. Et les enjeux qu'on peut avoir quand on travaille dans la spiritualité sont pas du tout les mêmes que ceux d'une entreprise. Donc c'est difficile je sais pas comment dire. C'est difficile d'avoir un avis là-dessus, tu vois. Oui, non, non, moi c'est vrai que Euh, j'ai pas d'avis. Je disais, bon c'est vrai que normalement, enfin moi je trouve que que par rapport à ce que tu dis, c'est peut-être égoïste, mais je crée pour moi. Mais moi je pense que c'est pas ce que tu crées pour toi au départ, hein, parce que tu crées avec ce que tu as envie de, enfin, tu vois, que tu te reconnectes à toi pour créer, que tes jeux sortent de la mode justement. hmm. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, tu vois, on sent que c'est pas surfer sur un thème qui est à la mode, mais c'est le thème qui vient aujourd'hui avec toi. Oui, Le Sweet mais Lady, franchement, il était vraiment aussi, tu vois, c'était un jeu.
Ah oui, celui-là, il est sorti de mes tripes, hein, complètement. Il est apparu comme ça, tu te dis, bon, bah, presque tous tes jeux, enfin, pratiquement tous les jeux qui sortent chez toi, c'est presque des ovnis un peu, tu vois. Mais tous les jeux ont une histoire, parce qu'en Oui, fait, je les ai tous créés à des moments clés, en plus de ma vie. Et moi, je considère vraiment, en plus, on est sur Terre, on a un petit laps de temps. En fait, si c'est pour passer ce laps de temps à faire quelque chose qui nous plaît pas, c'est quand même dommage. Tu tout vois? à fait. Alors évidemment, on a des obligations, hein, on est comme tout le monde, hein, on a des obligations, il faut aussi qu'on puisse vivre de notre travail, il faut qu'on puisse nourrir nos enfants, ce genre de considération qui est tout à fait légitime. Mais tant qu'à faire, si c'est possible de le faire en faisant ce qui nous passionne, ce qui vibre à l'intérieur de nous, c'est quand même merveilleux aussi. Donc je m'imaginerais pas. J'ai déjà travaillé dans le monde de l'illustration pour enfants. C'est pas quelque chose qui m'a convenu. J'ai travaillé dans le loisir créatif aussi. C'est pas non plus quelque chose qui m'a passionné. J'ai beaucoup aimé ça au début, mais c'était pas voilà, c'était pas là où je devais être. Et à partir du moment où on trouve l'endroit où on doit être, c'est quand même merveilleux de pouvoir suivre sa route et de pouvoir continuer comme ça. Et c'est dommage de passer son temps à faire quelque chose qui nous plaît pas si on a la possibilité de faire quelque chose qui nous plaît. Donc moi, je continue à créer des jeux qui me plaisent. Voilà, On tu comprend vois. bien. Et de co-créer aussi, puisque tu as plein de jeux que tu co-crées, soit tu écris, soit tu fais Ouais. les illustrations. Et ça, c'est super aussi, parce que j'ai pris contact avec des personnes qui me faisaient rêver depuis l'enfance, dont les illustrations me faisaient rêver depuis l'enfance, avec qui je vais sortir des jeux, ou des amis qui écrivent des textes et dont j'adore l'univers. Et c'est merveilleux de pouvoir avoir une collaboration comme ça avec des personnes qui nous tiennent à cœur et de pouvoir créer un jeu. Je travaille jamais avec une personne que je connais pas. Hmm. J'ai toujours besoin de connaître la personne, de savoir ce qu'il y a derrière le jeu. Euh, et c'est comme ça que je fonctionne en binôme. Si je dois travailler avec quelqu'un, c'est parce que j'aime son univers, parce que j'aime sa vision. Voilà, je fais très 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 peu. J'ai dû faire 1 ou 2 illustrations pour des coffrets, mais c'était simplement une illustration pour une illustration de coffret et je connaissais pas vraiment la personne. Par contre, évidemment, je connaissais le sujet, le sujet du coffret. Euh, Par rapport du coup à ta pratique personnelle, toi du tarot, est-ce que toi tu en as une pratique enfin, courante? Enfin, comment tu utilises ce jeu pour toi-même alors là par contre? Alors aujourd'hui, j'ai moins le temps de l'utiliser. Mhm. Donc, je vais plutôt faire des tirages qui sont rapides. Ou alors, je vais faire des tirages sur une question vraiment qui me taraude depuis plusieurs jours. Tu vois, il faut que j'ai pas trouvé la réponse moi-même pour aller vers le tarot pour poser la question, pour me donner des pistes. Mhm. Je vais pas comme je fais aussi pas mal de petits tirages tu vois, je fais des petits tirages le matin sur Instagram. C'est déjà une pratique qui me prend du temps. C'est une Moi, pratique. j'en retire quelque Oui, chose c'est à ça. chaque fois, hein, parce que j'écoute aussi les messages qui viennent. Mais quand c'est vraiment pour moi, pour des questions personnelles, j'attends vraiment de pas avoir trouvé la réponse moi-même pour aller vers le tarot. Mhm. Et mais avant, c'est vrai que j'aimais beaucoup les petits tirages. Je suis je suis plus fan de faire des petits tirages que des grands tirages. J'aime beaucoup les tirages à 3 cartes ou à 4 cartes, tu vois. Je vais rarement au-delà. Ouais. 4 cartes aussi, je trouve que c'est un bon. Moi aussi, souvent quand je crée un tirage, souvent je tombe sur le Ouais. 4. Ça, je sais pas pourquoi. 3, c'est un peu bancal. Euh, oui, je comprends ce que tu veux. Je comprends. Ouais, j'ai un peu la même pratique aussi. Puisque c'est vrai que comme on baigne dans l'univers du tarot tous les jours, tous les jours, tous les Oui, jours, le tarot nous donne l'habitude de nous poser des questions et d'y répondre. Et au bout d'un oui, moment, quand on a une pratique de tarot établie, effectivement, on n'a plus besoin forcément d'aller chercher les cartes pour répondre à nos questions. Mais c'est vrai que après, j'aime bien aussi de temps en temps faire un point avec. Enfin, tu vois, c'est juste un ouais. moment un peu tranquille pour se poser en fait avec
Et puis avec le les fait de cartes. travailler depuis longtemps avec le tarot ou les oracles, hein, ça quand même développe beaucoup l'intuition. Oui. Donc au bout de plusieurs années, notre intuition quand même, on a appris à l'écouter et on a moins besoin aussi de ces outils-là. Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis. Et est-ce que oui, c'est ça, parce que ça me fait penser à ce que tu as partagé. Tu sais, tu es donc venu sur le séminaire Explore qu'on a fait sur le tarot et la créativité là, cette année. Et le partage que tu nous as fait, il était vraiment super, et il était sur comment c'était du tarot quand on avait un projet. Oui, un projet. Ouais, je voulais Et, vraiment quelque chose de concret. ouais, et comment les questions. Moi, j'ai vraiment adoré ta conférence. C'était quelles sont les questions que nous pose le tarot finalement, que l'on peut se poser aussi quand on crée justement un projet. Hein. Et tu as Oui. passé en revue comme ça toutes les cartes et ce sur quoi elles pouvaient nous interroger. Ça, franchement, j'ai vraiment trouvé ça chouette. Est-ce que toi, du coup, ce truc-là, tu l'utilises quand tu vas créer justement est-ce que tu te connectes un peu? Est-ce que tu as des fois besoin de faire un point pour agrémenter tes pensées quand, par exemple, tu écris des textes ou quand... Est-ce que tu t'en sers du tarot pour ça ou des oracles? Oui, parce que le tarot, ça peut vraiment être, comme on l'a vu hein, pendant le séminaire, ça peut être une ressource de questions aussi. Des questions auxquelles on se poserait pas forcément, on n'aurait pas l'habitude de se poser pour créer un projet. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que justement là, ça va appuyer sur des questions qu'on se poserait pas, et on se dit mais c'est vrai que j'ai pas vu cet aspect-là du projet, et les cartes nous le mettent en évidence. Donc Mm. ça peut être vraiment très intéressant de le faire de façon régulière. Moi, je le fais aussi de temps en temps. Je le fais moins maintenant qu'au début, puisque c'est pareil, c'est une habitude aussi que j'ai prise. Je connais bien mon rythme de création depuis toutes ces années. Je connais bien aussi la façon de créer un jeu. Maintenant, tu vois, j'ai plus besoin de répondre à tout un tas de questions. Je sais déjà ce qu'il faut que je sache. Mais pour un projet, là, tu vois, je me lance dans un projet un peu, j'ai un peu peur d'y aller parce qu'on est plus dans l'ordre de la réalisation d'un livre, d'un gros livre, Mm. et je suis moins en confiance. Je sors un peu plus de mes sentiers bien battus des jeux de tarot d'oracle. Donc oui, j'ai repris justement un jeu pour m'aider à m'orienter un petit peu. Quelles sont les questions qu'il faut que je me pose concrètement pour m'aider dans ce projet-là, pour le développer? Parce que là, c'était un petit peu trop flou pour moi et j'arrivais pas à trouver des ressources justement toute seule. Mm. Super. C'est vrai que moi, je me suis rendu compte aussi de de ce questionnement. L'an dernier, j'ai commencé à tirer une carte par jour sur un canal Telegram. Et c'est vrai que là, dans mon agenda que j'ai sorti là, Magus, il y a des questions, tu vois. Et ça vient en fait de ce que je me suis questionné quand je tirais une carte le matin. Ça me posait une question dans ma vie à l'époque. Alors des fois, c'est vrai, ça peut pas faire sens tout de suite. On dit pourquoi la papesse nous pose cette question-là, mais parce qu'à l'époque, quand j'ai retrouvé ces questions que je posais du coup aux personnes qui me suivaient et à moi-même, hein, je me les posais, mais du coup, et je trouvais ça vraiment hyper intéressant parce que c'est vrai que pour moi, le tarot est un coach qui te pose des questions en fait. Oui, oui, tout à Et, fait. et donc c'est super intéressant le pratique. C'est pour ça que peut-être que j'ai bien aimé ta conférence sur Explore, enfin que j'ai bien aimé cette façon d'aborder les cartes qui nous redonne du pouvoir finalement et Oui, qui nous connecte à nous-mêmes, à notre intuition, comme tu dis, à nos réflexions, tu vois, plutôt que tu vois, moi qui transmets le tarot, c'est vrai qu'au départ, j'ai beaucoup de personnes qui se disent, ah oui, mais alors du coup, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de mystère, il y a pas de mystère, il n'y a pas de réponse. Non, les réponses, franchement, elles sont pas là. Tu ne peux pas lui donner ce pouvoir-là, tu vois. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je démystifie un peu le tarot dès le départ pour dire non, maintenant on va bosser, tu vois. oui. Il y avait une phrase que j'aimais beaucoup, c'est les réponses sont en vous et les cartes vous les révèlent. Hmm. Mais on est vraiment dans cette idée-là, en fait, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de nous. Et Ouais. il y a une forme de tirage que j'adore aussi, c'est les tirages psychologiques.
Mhm. Où d'ailleurs le Sweet Ladies, j'avais pas mis de texte dessus exprès pour pouvoir faire des tirages psychologiques aussi. Ouais. Et on va se projeter dans l'image. Mhm. On a quelque chose qui nous tracasse, on sait pas très bien où on en est, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus et on va aller vraiment chercher dans notre inconscient en se projetant sur l'image de la carte. Qu'est-ce que représente la carte? Qu'est-ce que je ressens en regardant la carte? Et ça va mettre à jour justement ce qui nous tracasse, ça va nous aider à trouver nos propres réponses en fait. Mhm. Et Tu je me trouve ça disais, passionnant aussi. ouais, tu me disais d'ailleurs au début avant qu'on commence l'interview, que tu avais du coup aussi une formation en art-thérapie, c'est ça, et qui t'a beaucoup aidé, accompagné par rapport à ta pratique. Tu veux Oui, nous en dire quelques mots? j'ai une formation de thérapeute familiale et conjugale. Mhm. Et au moment où j'ai lancé ma maison d'édition, j'ai en même temps lancé un atelier d'art-thérapie, puisque j'avais déjà j'ai une licence d'art plastique, donc j'avais déjà tout le package en fait au niveau de l'artistique. Donc je voulais pas vraiment faire une formation d'art-thérapie, même si c'était le but, parce que j'avais déjà la moitié en fait de fait. Donc je me suis orientée plutôt vers une formation de thérapeute familiale et conjugale, parce que je voulais vraiment aussi accompagner des enfants. Et en fait, à la fin de cette formation, j'ai ouvert un cabinet d'art-thérapie qui a aussi bien marché que la maison d'édition. Donc à la fin de la première année, il a fallu que je fasse un choix entre l'un et l'autre. Mais je me suis rendu compte que de toute façon, alors j'avais des ateliers très ciblés pour les enfants où je dérogeais pas, mais pour les adultes, j'avais des personnes qui venaient me voir et c'était vraiment très drôle parce que c'était que des personnes qui étaient en quête de sens, mais de spiritualité. Vraiment, on travaillait la spiritualité. Et je faisais aussi beaucoup de chamanisme aussi à l'époque. Et je me suis mis des fois à proposer dans les séances, alors on propose toujours, on n'impose jamais, des tirages de cartes aux personnes pour faire justement aller puiser dans l'inconscient, comme ça, s'appuyer sur des images. Et j'ai même une personne, à force au bout d'un an avec elle, une fois par semaine, tu vois, où on a, je comprenais bien sa sensibilité et on a même fait un voyage chamanique ensemble, tu vois. Donc en fait, je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose de très holistique aussi, qu'on pouvait pas juste soigner d'une seule façon. Que suivant les personnes qu'on recevait en consultation, il y avait toujours une orientation qui allait plus parler et qui allait aider la personne à débloquer un outil qui allait l'aider à débloquer sa parole, ses souvenirs, ses émotions. Et, euh, et j'ai trouvé ça très très puissant aussi d'utiliser les cartes pendant ces séances-là. Hmm. Comme tu dis, ouais, c'est assez puissant comme outil. C'est bien pour ça aussi qu'il faut faire attention avec ce qu'on fait, ce qu'on dit autour des cartes. Oui, exactement. Hein. C'est un outil qui peut être vraiment très puissant et qui peut autant réveiller des choses difficiles si on le pratique avec le mauvais thérapeute, la mauvaise personne, que au contraire être un outil qui va être très libérateur. Hein. Mm. Et vraiment, moi j'ai vu j'ai eu des séances qui étaient très poignantes, et vraiment à la fin, waouh. Oui. Je sais même pas. Rien que On de n'a te le pas. raconter, ça me met beaucoup d'émotions parce que vraiment on a ressorti des choses qui étaient très fortes avec ces personnes-là et qu'on a réussi à sortir parce qu'on avait ce support visuel des cartes. On va revenir sur quelque chose de plus léger, si tu veux bien. Et on va se diriger tout doucement vers la fin de cette interview. En général, Célia, je demande à mes invités s'ils ont quelque chose à partager avec les auditeurs, un conseil, un tips, quelque chose que tu aimerais justement partager. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors je voulais justement répondre à cette fameuse question qu'on me pose très souvent de comment est-ce qu'on choisit son premier jeu de tarot ou d'oracle, mais de tarot surtout. Et en fait, à chaque fois, moi, je conseille aux personnes d'aller vers un jeu qui leur parle visuellement. Parce que si on aime l'esthétique d'un jeu, si on aime ses illustrations, si on est touché par cette illustration, on aura encore plus envie, bien sûr, de travailler avec lui.
Ne serait-ce qu'au début, tu sais, quand on prend un nouveau jeu et puis qu'on le feuillette, qu'on regarde carte par carte, il y a ce plaisir aussi qui se met en place de travailler avec un jeu si visuellement il nous plaît. Et ça, c'est vraiment le premier conseil que je donne. Le deuxième, c'est super s'il y a un livre d'accompagnement parce que ça permet aussi des fois d'avoir la vision de l'artiste ou de l'auteur, de voir pourquoi les illustrations ont été créées comme ça. Mais j'en fais pas une obligation puisqu'on a énormément de ressources après à côté qui nous permettent de travailler avec les jeux de tarot, quel que soit le jeu de tarot. Donc, tes deux conseils, c'est ça, un jeu qui te plaît dans l'univers dans lequel il est. Voilà, dans l'esthétique. Dans l'esthétique, et un jeu avec si possible un livret pour découvrir le tarot. C'est vrai que, alors, conseil, moi ce que je donne aussi, c'est d'avoir de choisir en tout cas une structure, tu vois, soit le Marseille, soit le Waite. Tu vois, déjà, quand on apprend, pour apprendre, pas forcément pour découvrir le tarot, mais tu vois, mais c'est peut-être déjà compliqué, effectivement. Je te vois faire la grimace. Je sais pas. Je me limite. En fait, oui, pourquoi pas, mais ça limite. Moi, j'aime pas trop être limitée. J'aime pas trop être limitée. D'ailleurs, tu sais, j'ai fait une formation sur le tarot où je me suis pas limitée. J'ai pas réussi à me dire, je vais donner une formation sur le tarot de Marseille ou sur le tarot Rider-Waite. Oui. En fait, je me suis dit non, je veux que les gens, quand ils viennent faire cette formation, à la fin de la formation, ils puissent prendre un Marseille ou un Rider, peu importe, et qu'ils puissent apprendre qu'ils sachent en fait tirer les cartes avec. Et du coup, je fais des comparatifs entre les cartes du Marseille et les cartes du Rider pour comprendre comment sont constituées les deux, où sont les différences, etc. Parce que justement, c'est chouette en fait de se dire, tu vois, on a souvent un peu peur du Marseille parce que les mineurs sont pas illustrés. Mais si quelqu'un a un vrai coup de cœur pour un Marseille, mais pratique déjà le Rider, c'est chouette aussi qu'il puisse se dire, là j'ai envie de prendre mon jeu, j'ai envie de le regarder, et du coup j'ai envie de travailler avec. Tu vois. Mais en plus, et là, non, mais c'est vrai que du coup, moi, je dis ça, tu as tout à fait raison, parce que finalement, moi, j'ai suis tombée en rentrant de mon premier jeu vraiment d'études, tu vois, dans lequel j'ai vraiment étudié. C'est exactement ce que tu dis, en fait. C'est quand je suis rentrée du mariage de ma cousine en Bretagne, je suis tombée sur le tarot des mondes oniriques. Oui. J'ai acheté le tarot des mondes oniriques en anglais, en plus, je crois, parce qu'à l'époque, il n'était pas encore traduit. Ah non, si, il était traduit. Et j'ai appris, en fait, avec le livret de Barbara Moore. Oui, il est génial. Il est génial. Moi, j'ai aussi beaucoup appris avec ce jeu-là. Ça fait partie de mes premiers jeux et le livret est très complet et puis il est magnifique. Parce que c'est un texte poétique en même temps. C'est une histoire. C'est pour ceux qui le connaissent pas, les textes de Barbara Moore, c'est vraiment une histoire, l'histoire de cette illustration, ce qui se passe dans cette illustration et qui raconte l'histoire de ce qu'est cette carte-là. Enfin, je trouve que c'est vraiment très bien fait. On plonge dans, et souvent après même, je rentrais dans l'histoire de la carte pour faire mes interprétations. En fait, je racontais l'histoire qu'elle racontait finalement des fois pour faire mes interprétations. Bon, après, il a fallu que je m'en extrais un petit peu pour faire mon propre tarot. C'est vrai que c'est en tout cas finalement mon premier jeu, c'est vraiment d'études en tout cas, c'est vraiment celui-là. Et je l'ai choisi parce que l'univers me plaisait. Ouais. Parce que ça me connectait justement à cet univers un peu celtique, un peu féerique, un peu tu vois, il y a vraiment un univers dedans où que j'ai vraiment plongé dedans et ça m'a permis, comme tu dis, exactement, de connecter le tarot en général, mais parce que j'avais envie de voir ces images, de découvrir, de lire ces textes. T'as envie de feuilleter, t'as envie de travailler avec, t'as envie d'étaler les cartes devant toi, de faire un beau tableau. Moi, j'ai des jeux où malheureusement, dans le jeu, il y a peut-être 2-3 illustrations qui me plaisent pas. Et je suis incapable d'utiliser le jeu. J'y arrive pas. Alors après, c'est personnel, hein, bien sûr. Hein. Tout le monde fonctionne pas de la même manière et il y en a qui arrivent à s'extraire des représentations visuelles.
Mais comme moi, je suis artiste, c'est vrai que je connecte aux images, en fait. Hein, c'est vraiment ce qui me parle le plus. Hein. Mais tu as tout à fait raison, en fait. Hein. En y réfléchissant, là, en même temps que tu me parles, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est un très bon conseil. Suivez-le. Si vous nous écoutez, si vous voulez commencer effectivement le tarot, et d'autant plus que tu vois, je viens d'acheter sur ta boutique le tarot de Julie de Tersac avec des illustrations que j'avais vues, le Emma Poétique à tarot. En ce moment, je tire une carte par jour avec. Et vraiment, j'ai une connexion directe avec ce jeu. Quand je l'ai ouvert, je dis mais pourquoi je l'ai pas acheté avant? Parce que franchement, là, en ce moment, il me met en joie et j'ai pas envie d'en ouvrir un autre, tu vois. Des fois, je me dis bon, si je partage une carte sur Telegram, sur Instagram, là, si je fais un tirage tous les jours, peut-être qu'ils vont en avoir marre, les gens, de voir ces cartes-là. Mais je me dis tiens, prends-en un autre. Mais j'ai pas du tout envie. Oui. J'ai vraiment là, tu vois, et c'est vraiment son univers qui m'appelle et ces cartes-là et je sais que ça va, à un moment donné, ça va passer. Je vais pouvoir passer à un autre jeu, mais en tout cas, là, ces façons d'illustrer le tarot qui me plaisent en ce moment et j'ai envie d'y rentrer dedans. Oui, on a des fois ce petit côté obsessionnel aussi avec certains jeux qui nous plaisent et puis on n'arrive pas à les lâcher. À un moment donné, c'était le Lily White. Après, ça a été le jeu des dragons là le Smoke Ash and Embers l'an dernier. Enfin, à l'automne dernier, c'était vraiment celui-là que j'avais toujours envie de prendre. Voilà, il y a des jeux comme ça. J'en ai pas beaucoup. Je mets des fois du temps à me décider à les acheter, mais quand je les achète, je sais pourquoi, en tout cas. Ouais. Et je les garde après. Merci pour nous avoir permis de réfléchir à toutes ces questions-là. Avec plaisir, merci à toi pour ton accueil. Merci Célia. Est-ce qu'on peut te retrouver dans une actualité? Du coup, on a compris que tu es en train de travailler sur un projet qui ressemblerait à un livre, donc on est impatient de voir ça. On en est au début, hein. Sinon, quelles sont tes actualités du coup en ce moment? Tu viens de sortir un jeu ou... Oui, je viens de sortir en auto-édition le Little Ghost, qui est le petit frère du bout tarot, justement, avec dans cet univers de petits fantômes qui me plaît tant. J'ai publié le Gloomy le Normand. Donc là, on est sur un jeu le Normand, pas sur un tarot. Dans un univers très dans la saison là. Oui. Mais je m'aperçois que plus le temps passe et plus je crée des univers qui sont autour de l'automne et de l'hiver. Je crois que voilà, un petit coup de cœur. Bien que ce que je suis en train de faire là pourrait dévier. Tu vois, donc il faut pas. Je suis pas. Je me laisse vraiment porter. Hein, c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée de se laisser porter par ce qui nous appelle. Voilà. Ouais, de pas s'enfermer en se disant tiens, moi je suis une fille de l'automne, donc je vais créer autour de l'automne et finalement Noël, etc. Et c'est vrai que puis peut-être au milieu, tu vois, il y a des choses qui arrivent comme ça dans l'année. On sait des fois il y a des projets qui popent, on sait pas pourquoi. Hein. Moi, mon agenda il a popé tout seul. À un moment donné, j'ai pas compris pourquoi. Hein. On s'est lancé là-dedans avec Jennifer, mais je suis très heureuse de l'avoir fait, franchement, mais tu sais pas pourquoi des fois ça t'arrive. Tu dis mais oui, bien sûr, je vais faire ça. Oui, c'est ça. Des fois, c'est une évidence et puis c'est un tel cri du cœur ou cri de l'intérieur de soi. Il y a une telle énergie qui vibre en soi qu'en fait, on ne peut que la suivre. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'est vraiment très précieux. Ça me guide. Et puis, c'est long, en plus, la création d'un jeu. C'est au moins une année, le temps de faire les illustrations, de faire les textes. Puis, il y a la partie derrière, scanner, retoucher, mise en page, contact avec les éditeurs, pas avec les éditeurs, pardon, avec les imprimeurs, les essais, les machins. Enfin, c'est très long, au moins une année, tu vois. Donc, il faut tenir la route. Donc pour ça, il faut avoir un projet aussi qui ait suffisamment de force en nous. Hein. Oui, tout à fait. On en reparlera peut-être un jour justement de cette façon de tous les enjeux de l'auto-édition. Ouais. Un sujet qu'on a évoqué au Tarot Festival dans une table ronde. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi du coup. Donc, on peut trouver tes jeux sur
un site, celiamelesville.com, c'est voilà, ça? sur mon site. Et puis, tu vois, j'ai un jeu qui s'appelle Message de l'univers qui vient de sortir aux éditions Très Daniel avec en binôme avec Charlotte, mon amie Charlotte. Donc voilà, c'est Avec qui mes tu avais petites déjà actus. fait, avec déjà que tu avais déjà avec elle fait quelques jeux, message de mon âme, message de Oui, tout à fait. tout On ça. avait fait une trilogie ensemble, Message de mon âme, Message de mon cœur et Message de mon corps pour aborder l'individu dans sa globalité. Et à la fin, Charlotte m'appelle un jour comme ça sur la route, elle me dit Célia quand même, j'en ai pas dormi de la nuit, il manque quelque chose. Le Et 4. elle a créé le jeu, je sais pas, en une semaine, elle a écrit tout le jeu et c'était une évidence qu'il fallait rajouter cette dimension plus spirituelle aussi avec ce contact avec l'univers. Enfin, on l'appelle comme on veut après. Hein. Oui. Voilà. Donc super. Donc ça vient de sortir. C'est sorti. C'est Tout à fait. déjà. Ça vient de sortir il y a même une semaine, même pas. Donc là, ce jeu-là, vous pouvez le trouver en librairie. Oui, Et, voilà. C'est un jeu avec des éditeurs en mass market. et donc tout ce qui est auto-édition, tous tes jeux, donc aussi tes tasses, enfin tout ce que tu nous as dit au départ, tout ce que tu Oui, crées toutes mes autour de tes créations, jeux. oui. Tout ça, on le retrouve sur ta boutique. Oui. Il y a des pulls aussi que tu as créé l'an dernier. Enfin voilà. Allez faire un tour si ça vous intéresse de découvrir l'univers de Célia, qui est la pionnière française de l'auto-édition, on peut le dire. On peut le dire, c'est vrai. Et donc, merci à toi pour tout ce que tu donnes, en tout cas au monde du tarot français. Et puis, si tu veux donner le mot de la fin, je te le laisse. Et puis, à vous tous et vous toutes, merci d'avoir suivi cette interview. On se retrouve très bientôt sur Le Magicien. À bientôt. Merci beaucoup, Fabienne, pour ton accueil. Et merci à tous les auditeurs. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens Le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!